Bonsoir ou bonjour, ça dépendra à quel moment de la journée vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, d'où vous regardez cette vidéo, ainsi que vos proches. Donc, on va attaquer, je crois, le 5e épisode sur la série du panafricanisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une personne qu'on ne présente en fait même plus. J'ai envie de dire, quand on entend le mot panafricanisme, on pense directement à lui, ou en tout cas, c'est l'un des noms qui nous revient. C'est bien évidemment Cheikh Anta Diop, qui est homme de science, homme politique également, qui a écrit différents ouvrages. Je crois qu'il en a écrit, 6 ou 7 si ma mémoire est bonne. Donc, je vais vous parler de 2 ouvrages que j'ai sous la main. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Là où, en gros, en fait, c'est limite les États-Unis d'Afrique, en fait. On y reviendra. Et Nation et agriculture. Bref, il a écrit aussi d'autres livres. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est, bon, je ne vais pas vraiment vous le présenter parce que j'ai envie de dire que les gens le connaissent plus ou moins, même si c'est de nom, et voilà, le Carbone 14, ça leur parle, etc. Bon, bref, il est également égyptologue, et en fait, sa pensée s'inscrit, faut essayer de recontextualiser les choses. On est dans une époque où l'homme noir et l'Afrique on renie tout simplement leur histoire. On dit que l'homme noir n'a pas participé à aucune civilisation, que l'homme noir n'a créé grosso modo aucune science. On est dans les années 60. Donc voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut repenser et remettre du moins sa pensée. Et du coup, lui, tout ce combat a été de réhabiliter en fait déjà l'image de l'homme noir, mais surtout son histoire en fait. Et de dire que l'Égypte antique et pharaonique était bien noire. Et en fait, si vous voulez, tout son parcours, ça a été ça. Ça a été de démontrer scientifiquement, avec preuve à l'appui, que en fait, tous les discours dominants qui avaient eu lieu à l'époque étaient totalement infondés. D'accord? Pour vraiment résumer le plus court possible sa pensée, il a également créé un parti politique au Sénégal qui avait été aussi interdit ensuite par Senghor. Senghor, lui, qui était plus proche de la France et on va dire, je ne sais pas si on peut le dire mondialiste, globaliste ou assimilationiste. Bon, bref. Et en tout cas, il était très proche de l'Occident, tandis que Charles Taylor, lui, c'était l'intégration de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, en tout cas l'unité africaine, et que l'Afrique fasse la rupture nécessaire, vraiment faire la rupture, la rupture radicale, c'est-à-dire aller à la racine, aller rompre vraiment avec les oppresseurs et les dominants du passé. Du coup, en fait, au fil du temps, ce qui est dommage, c'est que certains, en tout cas, vont le diviniser, vont le mettre comme une personne hors norme. C'est vraiment dommage. En fait, toute science, l'intérêt d'une science, c'est qu'elle soit dépassée, en fait. Qu'elle soit sans cesse remise en cause. C'est le principe, j'ai envie de dire, élémentaire de la science. Voilà. Et du coup, je vais finir par dire, j'espère qu'il y aura énormément de films et de séries de cet illustre personnage qui n'est pas vraiment, qu'on connaît de nom, mais pas forcément son parcours du combattant qu'il a fait pour publier ses thèses, etc. Et voilà, pour ne pas être long, j'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à poser des questions, à partager également, à laisser des commentaires si vous voulez qu'on échange sur d'autres personnes que vous avez en tête, que vous aimeriez qu'ils fassent partie de cette série du panafricanisme. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.